On l'appelle le roi Soleil, le protecteur des arts, le fondateur de l'Académie des sciences. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est qu'il a chassé de France les plus grands cerveaux de son époque. Un homme a inventé la machine à vapeur, 70 ans avant les Anglais. Il était français. Il s'appelait Denis Papin, et Louis XIV l'a condamné à mourir dans la misère, loin de son pays, simplement parce qu'il refusait de renier sa foi. 300 000 personnes ont fui la France. Parmi eux, des médecins, des ingénieurs, des inventeurs, des penseurs. Les rivaux de la France les ont accueillis à bras ouverts, et ces exilés ont bâti la puissance de l'Angleterre, de la Prusse et de la Hollande. Le roi Soleil voulait que toute lumière vienne de lui. Alors il a éteint celle qui brillait trop fort. Ce que vous allez découvrir, c'est comment un seul homme, par orgueil et par obsession du contrôle, a privé la France de sa révolution industrielle et condamné le royaume à un siècle de retard. Avant de plonger dans cette histoire oubliée, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes passionné par les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous. Chaque semaine, on déterre ensemble ce que les livres d'école n'ont jamais osé vous raconter. L'histoire commence maintenant. Versailles, automne 1685. Les lustres de la galerie des glaces projettent 1000 éclats sur les murs. Les miroirs renvoient à l'infini l'image d'un homme au sommet de sa puissance. Louis XIV a 47 ans. Il règne depuis plus de 40 ans. Et ce soir, il savoure ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre. Le 18 octobre, il a signé l'édit de Fontainebleau. D'un trait de plume, il a révoqué l'édit de Nantes, cette loi qui, depuis 87 ans, accordait aux protestants français le droit de pratiquer leur foi. C'est terminé. Désormais, la France n'a plus qu'une seule religion, un seul Dieu, un seul roi. Les courtisans se pressent pour le féliciter. Bossuet, le plus grand orateur sacré du royaume, proclame que Louis XIV a accompli ce que Charlemagne lui-même n'avait pas réussi. Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi, murmure que c'est là le plus beau jour du règne. Dans les églises de France, on chante des Te Deum pour célébrer cette victoire de la vraie foi. Mais pendant que Versailles célèbre, une autre France se prépare à disparaître. À La Rochelle, une famille emballe ses affaires en silence. Le père est horloger. Ses ancêtres fabriquent des montres depuis 3 générations. Il sait que s'il reste, on lui retirera le droit d'exercer son métier. On l'obligera à se convertir. On baptisera ses enfants de force. Alors il a pris sa décision. Cette nuit, ils partiront. À Nîmes, un chirurgien brûle ses papiers. Il a entendu parler des dragonnades, ces soldats qu'on loge chez les protestants pour les terroriser jusqu'à la conversion. Des familles entières ont été ruinées, battues, humiliées. Certains ont cédé. Lui refuse. Il préfère tout perdre plutôt que de mentir devant Dieu. À Montpellier, un professeur de mathématiques fait ses adieux à ses étudiants. Il leur dit qu'il part pour Genève. Il ne leur dit pas qu'il ne reviendra jamais. Dans les mois qui suivent, entre 200 000 et 300 000 Huguenots quittent la France. Ils fuient par les montagnes, par les ports, par les frontières surveillées. Beaucoup sont arrêtés. Les hommes sont envoyés aux galères. Les femmes sont enfermées dans des couvents. Les enfants sont arrachés à leurs parents pour être élevés dans la foi catholique. Mais ceux qui réussissent à passer emportent avec eux quelque chose que Louis XIV n'a pas prévu. Ils emportent leur savoir, car parmi ces fugitifs, il n'y a pas que des paysans ou des artisans. Il y a des médecins formés dans les meilleures universités, des ingénieurs qui maîtrisent les techniques les plus avancées, des cartographes, des astronomes, des chimistes, des inventeurs. La communauté protestante française, minoritaire en nombre, était majoritaire dans les métiers du savoir, et Louis XIV vient de la chasser. L'ironie est cruelle. Le même roi qui a fondé l'Académie des sciences 20 ans plus tôt, le même monarque qui se présente comme le protecteur des arts et des lettres, vient de signer l'exil de l'élite intellectuelle de son royaume. Mais comprend-il seulement ce qu'il fait? La réponse est non. Pour Louis XIV,
Ces départs sont une victoire. Les hérétiques s'en vont, tant mieux. La France sera plus pure, plus unie, plus forte. C'est du moins ce qu'il croit. Il ne voit pas que les puissances rivales se frottent les mains. En Prusse, Frédéric Guillaume, qu'on appelle le grand électeur, a compris avant tout le monde. Dès qu'il apprend la révocation de l'édit de Nantes, il publie l'édit de Potsdam. Ce texte, signé le 29 octobre 1685, soit 11 jours seulement après la décision de Louis XIV, offre aux Huguenots français un accueil royal. Des terres, des maisons, des exemptions d'impôts pendant 10 ans, la liberté totale de pratiquer leur religion, et surtout le droit de travailler, d'inventer, de prospérer. Frédéric Guillaume n'est pas un idéaliste, c'est un stratège. Il sait que ces réfugiés vont transformer son pays, et il a raison. En quelques décennies, les Huguenots français représenteront un tiers de la population de Berlin. Ils fonderont des manufactures, des écoles, des hôpitaux. Ils feront de la Prusse une puissance montante. En Angleterre, c'est la même histoire. Les réfugiés s'installent à Londres, à Canterbury, à Norwich. Ils apportent avec eux les secrets de la soierie, de l'horlogerie, de la papeterie, des industries qui feront la fortune de l'Angleterre au siècle suivant. En Hollande, les imprimeurs huguenots ouvrent des ateliers. Ils publient les livres interdits en France. Les idées circulent. La pensée se libère. Amsterdam devient la capitale européenne de l'édition, grâce aux Français que Louis XIV a chassés. Et pendant ce temps, le roi Soleil continue de régner sur Versailles, persuadé d'avoir unifié son royaume. Il ne sait pas encore qu'il vient de condamner la France à un siècle de retard. Parmi tous ces exilés, il y a un homme dont l'histoire résume à elle seule le drame de cette époque. Un homme qui aurait pu changer le destin de la France, un homme dont le nom a été effacé des mémoires françaises, alors qu'il devrait figurer au panthéon des plus grands inventeurs de l'histoire. Il s'appelle Denis Papin, et son histoire commence bien avant la Révocation, dans un petit village du Loir-et-Cher, où un enfant curieux pose déjà des questions que personne autour de lui ne sait résoudre. Denis Papin naît en 1647 à Chitenay, un village paisible près de Blois. Son père est receveur du grenier à sel. Sa famille est protestante depuis plusieurs générations. Le jeune Denis grandit dans un foyer où l'on valorise l'étude, la rigueur et la foi. Très tôt, il montre des aptitudes exceptionnelles pour les sciences. Il étudie la médecine à Angers, puis à Paris. Mais ce qui le passionne vraiment, ce ne sont pas les saignées ni les potions. Ce sont les forces invisibles qui animent le monde. La pression, la chaleur, la vapeur. Il veut comprendre comment ces phénomènes fonctionnent. Et surtout, il veut les maîtriser. À Paris, il rencontre Christian Huygens, le célèbre physicien néerlandais que Louis XIV a fait venir à grands frais pour diriger l'Académie des sciences. Huygens reconnaît immédiatement le talent du jeune Français. Il en fait son assistant. Ensemble, ils travaillent sur la pompe à air, un instrument révolutionnaire qui permet de créer le vide. Papin apprend vite. Il innove. Il propose des améliorations que même son maître n'avait pas imaginées. Mais Papin est protestant. Et dans la France de Louis XIV, être protestant devient chaque année plus difficile. Les restrictions s'accumulent, les professions se ferment, les taux se resserrent. Papin comprend qu'il n'aura jamais la carrière qu'il mérite s'il reste en France. Alors, il part. En 1675, il s'installe à Londres. Il travaille avec Robert Boyle, l'un des plus grands scientifiques de son temps. C'est là, dans les laboratoires anglais, qu'il commence à développer l'idée qui va révolutionner le monde. La vapeur. Papin observe que lorsqu'on chauffe de l'eau dans un récipient fermé, la pression augmente. Et lorsqu'on laisse cette vapeur se détendre, elle produit une force considérable. Une force qu'on pourrait utiliser pour soulever des poids, actionner des machines, remplacer le travail des hommes et des chevaux. En 1679, il invente le digesteur. C'est une marmite à pression, l'ancêtre de notre cocotte minute. Mais pour Papin, ce n'est qu'une étape. Ce qu'il veut vraiment,
c'est construire une machine capable de transformer la vapeur en mouvement. Il y travaille pendant des années. Il dessine des plans, il fait des calculs, il construit des prototypes. Et en 1687, il réussit. Il crée le premier cylindre à piston mu par la vapeur. C'est l'ancêtre direct de la machine à vapeur, l'invention qui va transformer le monde. Mais cette invention, il ne peut pas la développer en France, car entre-temps, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. Papin est désormais un proscrit dans son propre pays. S'il rentre, on l'obligera à abjurer sa foi, on confisquera ses biens, on l'enverra peut-être aux galères. Le plus brillant inventeur de sa génération est condamné à l'exil perpétuel. Il s'installe en Allemagne, d'abord à Marbourg, où il obtient une chaire de mathématiques, puis à Cassel, à la cour du landgrave Charles de Hesse. Les conditions sont difficiles, les moyens sont limités, mais Papin continue de travailler. Il refuse d'abandonner son rêve. En 1707, il accomplit l'impossible. Il construit un bateau propulsé par la vapeur. C'est le premier navire à propulsion mécanique de l'histoire. Il le fait naviguer sur la Fulda, une rivière allemande. Le bateau avance, la machine fonctionne. Papin a prouvé que la vapeur pouvait remplacer les voiles et les rames. Il veut descendre la rivière jusqu'à la mer, rejoindre l'Angleterre, montrer son invention au monde. Mais les bateliers locaux voient ces commandes, cette machine comme une menace. Si les bateaux n'ont plus besoin de rameurs, ils perdront leur gagne-pain. Alors ils font pression sur les autorités. Et les autorités cèdent. Le bateau de Papin est saisi, puis détruit. Des années de travail réduites en morceaux par des hommes qui ont peur du progrès. Papin est anéanti. Il écrit des lettres désespérées à la Royal Society de Londres. Il supplie qu'on l'aide à poursuivre ses recherches. Mais les réponses se font rares. L'argent manque, la santé décline. Denis Papin meurt quelque part en Angleterre, probablement en 1712. On ne connaît pas la date exacte, on ne connaît pas le lieu, on ne sait même pas où il est enterré. Le plus grand inventeur français de son siècle a disparu dans l'anonymat le plus total. 60 ans plus tard, un Écossais nommé James Watt perfectionnera la machine à vapeur. Il deviendra célèbre dans le monde entier. Son nom restera associé pour toujours à la révolution industrielle. Et cette révolution aura lieu en Angleterre, pas en France, car la France avait eu son génie, elle l'avait formé, elle lui avait donné les bases de son savoir, puis elle l'avait chassé comme un criminel, simplement parce qu'il priait Dieu d'une manière différente. Louis XIV voulait un royaume uni sous une seule foi. Il a obtenu un royaume appauvri de ses meilleurs esprits. Le prix de cette unité forcée, la France le paiera pendant plus d'un siècle, quand les usines anglaises tourneront à plein régime, quand les machines à vapeur transformeront l'économie mondiale, la France regardera, impuissante, le train du progrès partir sans elle, et personne ne se souviendra du nom de l'homme qui aurait pu tout changer. Mais l'exil des protestants n'est pas la seule manière dont Louis XIV a fait taire les esprits libres, car le roi Soleil ne tolérait pas seulement les dissidences religieuses, il traquait aussi les dissidences intellectuelles, et pour cela, il n'avait pas besoin de chasser les gens hors de France, il lui suffisait de détruire ce qu'ils avaient construit. À quelques lieues de Paris, une abbaye abritait les penseurs les plus brillants du royaume, des hommes et des femmes qui osaient placer leur conscience au-dessus de l'autorité du roi. Louis XIV allait leur faire payer cette audace d'une manière que personne n'avait imaginée. À une trentaine de kilomètres, au sud-ouest de Paris, dans la vallée de Chevreuse, s'élevait une abbaye, un lieu austère, entouré de marécages et de forêts, un lieu où le silence et la prière rythmaient les journées, un lieu qui allait devenir le symbole de la résistance intellectuelle face au pouvoir absolu. Port royal des Champs. Ce nom ne vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, il faisait trembler les puissants, car derrière ces murs vivaient des femmes et des hommes qui refusaient de courber l'échine, des religieuses qui plaçaient leur conscience au-dessus des ordres du roi,
des penseurs qui osaient chercher la vérité, même quand cette vérité déplaisait. Parmi eux, il y avait Blaise Pascal, le génie des mathématiques, l'inventeur de la première machine à calculer, l'homme qui avait percé les secrets de la pression atmosphérique. Pascal s'était retiré à Port-Royal après une nuit de révélations mystiques. Il y avait écrit ses pensées, ce chef-d'œuvre de la littérature française. Il y avait aussi rédigé les Provinciales, des lettres cinglantes qui dénonçaient l'hypocrisie des jésuites et défendaient une foi exigeante, sans compromis. Il y avait Antoine Arnauld, surnommé le Grand Arnauld, un théologien redoutable, un logicien implacable. Il avait écrit avec Pierre Nicole La logique de Port-Royal, un ouvrage qui allait influencer des générations de penseurs. Arnauld ne craignait personne. Il argumentait avec une précision chirurgicale et il refusait de se taire, même quand le pouvoir lui ordonnait de le faire. Il y avait les solitaires, ces hommes qui avaient renoncé au monde pour vivre dans la prière et l'étude. Ils enseignaient aux enfants dans les petites écoles de Port-Royal. Ils traduisaient les textes anciens. Ils cultivaient les jardins. Ils menaient une vie simple, loin des fastes de Versailles. Et il y avait les religieuses, des femmes d'une piété intense, d'une intelligence remarquable. La mère Angélique Arnauld avait réformé l'abbaye alors qu'elle n'avait que 11 ans. Elle avait imposé une discipline rigoureuse, un retour aux sources de la vie monastique. Ses sœurs la suivaient avec une dévotion absolue. Tous ces gens partageaient une même conviction. Ils croyaient que la grâce de Dieu était un don gratuit, qu'on ne pouvait pas l'acheter ni la mériter par des œuvres extérieures. Cette doctrine, inspirée des écrits de l'évêque Jansénius, s'opposait à l'enseignement des jésuites, qui dominaient alors l'Église de France. Les jésuites prônaient une foi plus souple, plus accommodante. Les jansénistes de Port-Royal exigeaient une foi totale, sans concession. Le problème, c'est que cette exigence s'appliquait aussi à leur rapport avec le pouvoir. Rome avait condamné 5 propositions attribuées à Jansénius. Le pape exigeait que tous les religieux de France signent un formulaire reconnaissant cette condamnation. La plupart avaient signé sans discuter, mais les religieuses de Port-Royal refusaient. Elles affirmaient que ces propositions ne se trouvaient pas vraiment dans l'œuvre de Jansénius. Elles acceptaient de condamner l'erreur en général, mais pas de mentir sur ce qu'elles avaient lu. Cette nuance peut sembler abstraite aujourd'hui, mais à l'époque, elle représentait un défi inouï. Des femmes osaient résister à la fois au pape et au roi. Elles plaçaient leur conscience au-dessus de l'obéissance aveugle. Pour Louis XIV, c'était inacceptable. Le roi n'aimait pas les jansénistes. Il les trouvait austères, rigides, désagréables, mais surtout, il voyait en eux une menace politique. Ces gens pensaient par eux-mêmes. Ils ne se soumettaient pas automatiquement à l'autorité. Ils représentaient tout ce que Louis XIV détestait, l'indépendance d'esprit. La persécution a commencé lentement. D'abord des interdictions. On a fermé les petites écoles. On a dispersé les solitaires. On a interdit aux religieuses de recevoir des novices. Port-Royal était condamné à mourir à petit feu. Mais cela ne suffisait pas. Louis XIV voulait une victoire totale, une éradication complète. Il voulait que Port-Royal disparaisse de la surface de la terre. En 1709, il a donné l'ordre final. Les soldats sont arrivés à l'abbaye un matin d'octobre. Ils ont arraché les religieuses à leurs cellules. Des femmes âgées, malades, certaines mourantes. On les a jetées dans des carrosses et dispersées dans des couvents aux 4 coins de la France. Elles n'ont pas eu le droit de se dire adieu. Elles n'ont pas eu le droit d'emporter leurs affaires. Elles ont été traitées comme des criminels. Puis, Louis XIV a ordonné quelque chose d'encore plus terrible. Il a fait exhumer les corps enterrés dans le cimetière de l'abbaye. Des hommes illustres reposaient là. Des femmes saintes, des penseurs qui avaient marqué leur siècle. Leurs restes ont été déterrés, jetés dans des fosses communes, dispersés comme des déchets. Le roi voulait effacer
jusqu'à la mémoire de ces rebelles. Enfin, il a fait raser les bâtiments, pierre par pierre, mur après mur. L'abbaye qui avait abrité Pascal, Arnaud, Racine et tant d'autres a été détruite méthodiquement. Quand les ouvriers ont terminé leur travail, il ne restait plus rien, juste un champ vide, juste le silence. Louis XIV croyait avoir gagné. Il croyait avoir effacé Port-Royal de l'histoire. Mais les idées ne meurent pas aussi facilement que les pierres. Les écrits de Pascal ont survécu. Les provinciales ont continué de circuler. Et le souvenir de ces femmes qui avaient dit non au roi le plus puissant d'Europe a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, on peut visiter les ruines de Port-Royal des Champs. Il ne reste que quelques vestiges. Un colombier, une grange, les fondations de l'église. Mais ce lieu abandonné raconte une histoire que Louis XIV aurait voulu faire oublier. L'histoire de ceux qui ont préféré leur conscience à leur confort. L'histoire de ceux qui ont choisi la vérité plutôt que la soumission. On pourrait croire que Louis XIV haïssait la science. Ce serait une erreur. Le roi Soleil adorait la science. Il la finançait généreusement. Il l'exposait fièrement. Mais il l'adorait comme on adore un bijou, comme un ornement de sa gloire. Pas comme une quête libre de la vérité. En 1666, Colbert avait fondé l'Académie royale des sciences. C'était un projet ambitieux, rassembler les meilleurs esprits d'Europe, leur offrir des pensions confortables, leur donner accès aux meilleurs instruments. En échange, il devait travailler pour la grandeur du royaume. Louis XIV avait fait venir Christian Huygens de Hollande, Giovanni Cassini d'Italie, Ole Rømer du Danemark, les plus grands noms de l'astronomie, des mathématiques, de la physique. Il leur avait offert des appartements au Louvre. Il avait fait construire l'Observatoire de Paris, le plus moderne d'Europe. Il voulait que la France soit le centre du monde scientifique. Mais cette générosité avait un prix. Les académiciens étaient pensionnés par le roi. Ils vivaient de sa faveur, et ils savaient que cette faveur pouvait disparaître à tout moment. Leur liberté était surveillée. Leur publication était contrôlée. Ils devaient m'en servir les intérêts du royaume, avant de servir la vérité. Colbert avait été clair dès le début. L'Académie devait produire des résultats utiles, des cartes précises pour les conquêtes militaires, des calculs balistiques pour l'artillerie, des almanachs pour la navigation. La science devait glorifier le règne, pas le questionner. Un exemple illustre parfaitement cette réalité. Dans les années 1680, une querelle scientifique a divisé l'Europe. Quelle était la forme exacte de la Terre? Les savants français, héritiers de Descartes, affirmaient assez que la Terre était allongée au pôle, comme un citron. Les savants anglais et néerlandais, disciples de Newton, soutenaient qu'elle était aplatie au pôle, comme une orange. Giovanni Cassini, directeur de l'Observatoire de Paris, avait effectué des mesures qui semblaient donner raison aux Français. Mais son propre fils, Jacques Cassini, avait trouvé des résultats contradictoires. Les données penchaient vers la théorie anglaise. La Terre était bien aplatie. Admettre cette vérité posait un problème politique. Cela revenait à donner raison à Newton contre Descartes, à reconnaître la supériorité de la science anglaise, à humilier la France devant ses rivaux. Alors on a préféré nier l'évidence. Pendant des décennies, l'Académie française a défendu une position que les faits contredisaient. Il a fallu attendre les années 1730, bien après la mort de Louis XIV, pour que la France accepte enfin la vérité. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. La science sous Louis XIV n'était pas libre. Elle était au service du pouvoir. Les savants qui restaient en France apprenaient vite les règles du jeu. Ils courbaient l'échine. Ils évitaient les sujets dangereux. Ils produisaient ce qu'on attendait d'eux. Ceux qui refusaient de jouer ce jeu n'avaient qu'une option, partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La révocation de l'édit de Nantes a provoqué une hémorragie intellectuelle sans précédent. Entre 200 000 et 300 000 protestants
ont quitté la France. Parmi eux, une proportion stupéfiante de gens instruits, des médecins, des avocats, des professeurs, des ingénieurs, des artisans hautement qualifiés, des inventeurs. Les chiffres donnent le vertige. On estime qu'un tiers des médecins de certaines régions ont émigré, la moitié des maîtres horlogers de Paris, les trois quarts des orfèvres de Tours. Des filières entières de savoir-faire ont disparu en quelques années, et les pays voisins ont ouvert grand leurs portes. Le grand électeur de Brandebourg a accueilli plus de 21 000 réfugiés français. Il leur a donné des terres, des maisons, des privilèges. En quelques décennies, les Huguenots représentaient un tiers de la population de Berlin. Ils ont fondé des manufactures de draps, de chapeaux, de gants. Ils ont créé des écoles, des hôpitaux, des églises. La Prusse leur doit une partie de son essor économique. En Angleterre, les réfugiés se sont installés dans le quartier de Spitalfields à Londres. Ils y ont développé l'industrie de la soie, qui deviendra l'une des plus prospères du royaume. D'autres ont rejoint Canterbury, Norwich, Bristol. Partout où ils s'installaient, ils apportaient leurs compétences et leur énergie. En Hollande, les imprimeurs huguenots ont fait d'Amsterdam la capitale européenne du livre. Ils publiaient les ouvrages interdits en France. Les idées des philosophes circulaient librement. Pierre Bayle, réfugié à Rotterdam, y a écrit son dictionnaire historique et critique, une œuvre monumentale qui préparait le terrain aux Lumières. Bayle avait cette phrase terrible pour décrire la situation. La France chasse ses meilleurs enfants et s'étonne ensuite de s'appauvrir. Il avait raison. Louis XIV croyait purifier son royaume. En réalité, il l'affaiblissait. En Suisse, les Huguenots français ont transformé l'industrie horlogère. Genève et la vallée de Joux sont devenus les centres mondiaux de la fabrication de montres. Cette réputation dure encore aujourd'hui. Quand vous regardez une montre suisse, vous contemplez l'héritage des exilés français. Le plus ironique, c'est que ces réfugiés n'ont jamais cessé d'aimer leur pays. Ils ont gardé la langue française. Ils ont transmis la culture française à leurs enfants. Pendant des générations, les communautés huguenotes à l'étranger ont entretenu le souvenir de la patrie perdue. Mais cette patrie ne voulait plus d'eux. Louis XIV avait voulu l'unité. Il avait obtenu l'appauvrissement. Il avait voulu la pureté. Il avait semé les graines de son propre déclin. Les savants qu'il avait chassés allaient construire la puissance de ses ennemis. Les idées qu'il avait voulu étouffer allaient revenir un siècle plus tard pour renverser le monde qu'il avait bâti. Mais cela, le roi Soleil ne le verrait jamais, car en 1715, après 72 ans de règne, la mort est venue frapper à la porte de Versailles. Versailles, 1er septembre 1715. Louis XIV sent la mort approcher. Ses jambes sont noires de gangrène. Son corps l'abandonne. 72 ans de règne touchent à leur fin. Le plus long règne de l'histoire de France s'achève dans la douleur et la solitude. Quelques jours avant de mourir, le roi fait venir son arrière-petit-fils. Le futur Louis XV n'a que 5 ans. Il regarde ce vieillard qu'il connaît à peine, et le vieillard lui parle. Il lui dit ces mots que les historiens ont conservés. « J'ai trop aimé la guerre. Ne m'imitez pas en cela. Tâchez de soulager vos peuples, ce que je suis assez malheureux pour n'avoir pu faire. » Ces paroles sont étonnantes. Pour la première fois, le roi Soleil semble reconnaître ses erreurs. Il admet avoir trop fait la guerre. Il admet avoir fait souffrir son peuple. Mais il ne dit rien des savants chassés, rien des penseurs réduits au silence, rien des esprits brillants condamnés à l'exil. Peut-être ne le voit-il même pas. Peut-être ne comprend-il pas ce qu'il a fait. Car pour Louis XIV, ces départs n'étaient pas des pertes, c'étaient des victoires. Chaque huguenot qui partait était un hérétique en moins. Chaque penseur qui se taisait était un trouble fait neutralisé. Le roi avait voulu l'unité. Il croyait l'avoir obtenue. Il ne voyait pas le désert qu'il laissait derrière lui. Pourtant, les conséquences de ses choix allaient se faire sentir pendant des générations. Dans les décennies qui suivent sa mort, la France stagne.
l'industrie textile décline face à la concurrence anglaise et hollandaise. Les manufactures de soie de Lyon périclitent, tandis que celles de Spitalfields prospèrent. L'horlogerie française disparaît presque entièrement au profit de la Suisse. Les savoirs techniques qui avaient fait la force du royaume se sont évaporés avec ceux qui les possédaient. Pendant ce temps, l'Angleterre prépare sa révolution. En 1712, Thomas Newcomen met au point la première machine à vapeur fonctionnelle. Il s'inspire directement des travaux de Denis Papin. Cette machine va transformer les mines de charbon. Elle va permettre de pomper l'eau des galeries, d'extraire toujours plus de minerais. C'est le premier pas vers la révolution industrielle. En 1769, James Watt perfectionne le système. Sa machine à vapeur est plus efficace, plus puissante, plus polyvalente. Elle va bouleverser le monde. Les usines vont remplacer les ateliers. Les trains vont remplacer les diligences. L'économie mondiale va basculer dans une ère nouvelle. Et tout cela se passe en Angleterre. Pas en France. La France qui avait du Denis Papin. La France qui l'avait formé, qui lui avait donné les bases de son génie. Cette France regarde ses rivaux s'enrichir avec des technologies qu'elle aurait pu inventer. Le prix de l'intolérance se compte en décennies de retard. Mais les conséquences ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi intellectuelles. Les idées que Louis XIV avait voulu étouffer ont survécu à l'étranger. Elles ont mûri, elles se sont renforcées et elles sont revenues. Pierre Bayle, exilé à Rotterdam, avait écrit son dictionnaire historique et critique. Cet ouvrage monumental questionnait tout, les dogmes religieux, les certitudes politiques, les traditions acceptées sans examen. Bayle posait les bases de la pensée critique moderne. Son œuvre va influencer tous les philosophes du siècle suivant. Voltaire découvre ses idées lors de son exil en Angleterre. Il est ébloui. Il écrit ses lettres philosophiques, où il compare la liberté anglaise à l'étouffement français. Il loue Newton, que la France avait si longtemps refusé de reconnaître. Il célèbre la tolérance religieuse, que Louis XIV avait piétinée. Voltaire ramène en France les idées que la France avait chassées. Diderot et d'Alembert lancent l'encyclopédie. Ce projet titanesque vise à rassembler tout le savoir humain, à le rendre accessible à tous, à libérer les esprits des préjugés et de l'ignorance. L'encyclopédie est fille des Lumières, et les Lumières sont filles de l'exil. Rousseau écrit le contrat social. Il affirme que le pouvoir vient du peuple, pas du roi, que l'autorité doit être consentie, pas imposée, que la liberté est un droit inaliénable. Ces idées auraient horrifié Louis XIV, elles vont transformer le monde. En 1789, tout bascule. La Bastille tombe, la monarchie absolue s'effondre. Dans les rues de Paris, on réclame la liberté de conscience, la liberté de penser, l'égalité devant la loi. Les héritiers spirituels des Huguenots chassés, des jansénistes persécutés, des penseurs exilés prennent leur revanche sur l'histoire. La Déclaration des droits de l'homme proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit. Elle garantit la liberté d'opinion, même religieuse. Elle affirme que nul ne peut être inquiété pour ses idées. Tout ce que Louis XIV avait combattu devient le fondement de la France nouvelle. Louis XIV avait voulu être le soleil. Il avait voulu que toute lumière vienne de lui. Il ne tolérait aucun éclat qui puisse rivaliser avec le sien. Alors, il a éteint les flammes qui brillaient trop fort. Il a chassé les savants qui pensaient différemment. Il a détruit les lieux où l'on osait réfléchir. Il a condamné les génies à mourir, loin de leur patrie. Mais les idées sont plus résistantes que les pierres. Les pensées traversent les flancs, les frontières que les hommes ne peuvent pas franchir. Les vérités qu'on veut étouffer finissent toujours par remonter à la surface. Denis Papin est mort dans l'oubli. Port-Royal a été rasé jusqu'aux fondations. Des centaines de milliers de Français ont vécu et sont morts
en exil, mais leurs idées ont survécu. Leurs inventions ont transformé le monde. Leurs descendants ont bâti des nations. Le roi Soleil voulait régner sur un royaume de lumière. Il a régné sur un royaume d'ombre, et les flammes qu'il avait chassées ont fini par embraser le monde entier.